Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 21 de l'ALAM, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, et pour bien commencer ce mois de mars un peu spécial où nous fêtons les 1 an du podcast en recevant un ou une invitée par semaine, je vous présente Léa Cros, cofondatrice de l'agence de communication lyonnaise Coam, au sein de laquelle elle est graphiste et illustratrice. On va parler au cours de cet épisode de communication responsable et de comment se construire un réseau professionnel qui partage nos valeurs. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous soutenir en laissant un commentaire, en vous abonnant ou en laissant 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Cela m'aide beaucoup à le faire connaître, donc merci à vous. Et je vous laisse tout de suite avec l'épisode. Bonjour Léa. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue ici pour parler avec nous de ton métier et de tes valeurs et tout ça. Donc, Avec plaisir. merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter, donc nous dire ce que tu fais, qui tu es Très bien. Alors moi, c'est Léa Cros. Je suis cofondatrice d'une agence de communication à Lyon qu'on a cofondée avec 2 amis à moi. Donc on est 3. On a créé il y a 3 ans justement. Et nous, on est spécialisés en communication responsable, c'est-à-dire qu'on essaie de réduire au maximum l'impact environnemental de nos créations, de nos supports. On essaie d'avoir des clients dans ces valeurs-là et de former dans ce sens-là. Toi, dans l'agence, tu es graphiste et illustratrice. C'est ça. Moi, du coup, on a trois postes définis. Moi, je suis plutôt spécialisée dans la création graphique, d'identité visuelle, de support imprimé et d'illustration aussi pour accompagner un petit peu à 360. Trop bien. Qu'est-ce que tu as fait comme parcours pour arriver à ça, comme études, et est-ce que tu as eu des expériences pro avant Alors justement, donc moi j'ai rencontré mes 2 associés à l'école en BTS design graphique du coup. On a fait une école ensemble et après on s'est spécialisé dans des pôles différents. Donc moi plutôt en direction artistique, j'ai une de mes associées plutôt dans le web. Voilà, on a après chacune eu un peu des parcours différents qui nous ont apporté pour la suite. Moi j'ai fait plusieurs stages, plusieurs entreprises après, pendant mes études et un peu après. Voilà, mais rien pour lequel j'avais envie de travailler sur le long terme. Et mes amis, pareil. On a chacune, par exemple, mon associée, elle travaillait dans une agence web. Après, sur le long terme, on se retrouvait pas forcément dans les valeurs de l'entreprise, autant chez l'annonceur qu'en studio. On était en plus dans des villes différentes, donc on avait toute envie de se retrouver un peu dans des valeurs communes et dans une entreprise commune. Donc c'est un peu comme ça que l'idée nous est venue de nous associer, de créer ensemble quelque chose qui nous ressemble plus et pour lequel on a vraiment envie de travailler en gros. Donc ça s'est fait petit à petit pendant le Covid, après le Covid, voilà. Mais on a lancé assez tôt au final après nos études parce que on voulait toutes se mettre en freelance. Enfin, il y en a qui travaillaient, d'autres qui travaillaient plus. Donc on s'est dit c'est le moment. Et donc on s'est lancé et c'est vrai qu'on s'est lancé assez jeune au final par rapport à la fin de nos études, mais ça nous a pas paru étrange. Enfin, c'était une bonne idée au final. Et qu'est-ce que vous proposez à l'agence exactement comme pôle de compétences et d'apport Ouais. pour vos clients? Du coup, on essaye d'être un peu 360 justement. On fait de l'identité visuelle, donc on crée des logos, des chartes graphiques. Après, on accompagne sur la création du site, donc tout l'UX du site, le visuel du site. Et on a aussi un pôle plus sur les réseaux sociaux, sur l'image de marque, les supports, comment décliner la charte graphique, en gros sur l'ensemble des supports. Et après, pour ce qu'on fait pas, on s'accompagne de partenaires qui nous ressemblent dans nos valeurs et avec qui on a l'habitude de travailler, qu'on a sélectionné, qu'on aime bien. Trop cool. Et ça fait du coup 3 ans maintenant que vous êtes lancé? Ouais, tout pile, ça va vite. Ouais. Ouais, ça a bien évolué depuis le début. Au début, c'était
on avait plus un statut presque de freelance, enfin on était une agence, mais on était c'était un peu plus flou dans nos compétences, dans notre démarche aussi, on n'osait pas trop affirmer nos valeurs, etc. Et donc là, plus le temps avançait et plus on a un peu affirmé tout, donc c'est de mieux en mieux. Oui, parce que en gros, sur votre site, vous marquez que vous avez une communication éco-responsable, éthique aussi, il y a les mots de voilà, éthique, écologique, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que une communication responsable pour quelqu'un qui est pas du tout dans ce milieu-là? Ouais, bah c'est vrai que quand on s'est lancé, c'est pas du tout quelque chose qui... Enfin, ça existait, mais c'était un peu flou. Et là, il y a un peu une mode, on va dire, qui se développe sur ça. Mais pour nous, ça passe par déjà la co-création. On essaye d'être le plus proche de nos clients, on fait pas mal de rendez-vous, on essaye, par exemple, pour les sites, de co-créer ensemble. Donc ça, c'est hyper important pour nous, le côté accessibilité humain, etc. Donc ça, c'est le premier pôle. Après, dans le process, on essaie d'utiliser des outils les plus responsables possibles, de conseiller des solutions les plus locales possibles, etc. Et après, dans la création aussi, il y a plein d'alternatives, plein de solutions pour éco-concevoir des supports, donc dans l'imprimé, dans le web, tout ça. Et on a un module de formation justement sur la communication responsable, comment on peut faire mieux, même parce que la communication, c'est pas le domaine qui pollue le moins, on va dire. Enfin, on est obligé de vendre au bout d'un moment. Donc on a essayé de trouver des solutions et des alternatives justement pour mieux faire. Et donc ça passe par pas mal de choses. Et après, nous, on a ces valeurs-là et on essaye de transmettre ces valeurs-là à des entreprises qui ont un petit attrait pour ça, et en même temps des entreprises qui l'ont pas forcément, mais qui veulent faire mieux, etc. Donc c'est important pour nous de transmettre ces valeurs-là à travers notre travail, vu qu'on peut le faire à notre échelle. Mais c'était important pour nous dès le départ, donc on essaie de pousser, de se former en continu pour s'améliorer sur ça et transmettre ça, justement. Oui, en plus, vous êtes pas mal toutes les trois dans la création de contenu. Et j'ai l'impression que vous aimez bien aussi être un peu dans la pédagogie par rapport à ça. J'ai l'impression que juste le fait d'avoir le mot engagé ou alors la petite pouce, là, c'est assez à la mode sur LinkedIn dans Oui, c'est le vrai. titre, bah, ça fait que en fait, tu as envie de aussi Ouais, pousser les autres à s'y mettre. c'est vrai que c'est important pour nous de transmettre, et ça, enfin, nous, notre métier, c'est aussi de créer du contenu pour nos clients, donc on s'est dit pourquoi pas, enfin, c'est aussi une méthode de prospection et de connaissance, enfin, c'est hyper utile d'avoir des infos. Nous, ça nous paraissait utile déjà pour nous, on se forme en continu et en même temps on le transmet. Ça permet de rendre ça plus accessible. Justement, il y a de plus en plus d'agences qui sont un peu dans ces valeurs-là aussi. Et en vrai, c'est bien aussi pour la suite. C'est que c'est en vogue et c'est que il y a vraiment quelque chose à faire là derrière. Et même, enfin, il y a plein d'entreprises, même dans un contexte RSE, qui s'intéressent à cette thématique, qui veulent faire mieux ou enfin, après, il y a un peu du greenwashing aussi, mais Je trouve ça hyper intéressant parce que, par exemple, il y a 3 ans, enfin là, la com engagée, comme tu as dit, on la voit un peu popper de partout. Même le graphisme écolo, le fait, moi j'ai appris plein de choses là grâce à des graphistes qui partagent ça justement, comme quoi, par exemple, sur un flyer, les aplats de couleurs, c'est l'enfer, qu'il faut essayer de réduire même dans la façon dont tu fais ça. Il y a plein de façons de ouais, réduire son impact. Mais qu'est-ce qui, vous, il y a 3 ans, vous a donné envie de le faire? Comment ça vous est venu à l'idée? c'est vrai, c'est vrai. En fait, c'était déjà l'écologie en général et le côté un peu accessible, etc. C'était des choses qui nous tenaient à cœur à titre perso, qu'on retrouvait pas forcément dans les entreprises dans lesquelles on travaillait. La communication, c'est un milieu un peu, c'est un peu compliqué. Ouais, il faut vendre, etc. Donc c'était pas forcément des valeurs qu'on retrouvait en entreprise. Et nous, on avait vu passer quelques trucs, peut-être, je sais pas vraiment comment on s'est dit c'est possible, mais il y avait déjà des collectifs ou des groupes avec des premiers tips, etc.
Et en se renseignant un petit peu sur le sujet, on a vu qu'il y avait des choses qui étaient possibles de faire, que c'était, que ça pouvait avoir un impact aussi. Même notre milieu qui, de visu paraît pas forcément, le plus concerné, il y avait quand même des choses à faire qui pouvaient être pertinentes. La pollution numérique, elle est hyper importante. Même le papier, on imprime beaucoup pour, rien. Donc c'était utile pour nous et facile en quelque sorte à mettre en place. Naturellement, on s'est lancé là-dedans. Et après, en se renseignant un petit peu, c'est vrai que l'impact, par exemple, des impressions, il y a plein de choses à faire, mais c'est les plus grosses entreprises qui auront le plus d'impact. Et après, à notre échelle, on touche pas forcément ceux qui auront le plus d'impact. Mais en même temps, on peut quand même apporter quelque chose. Enfin, faut relativiser un petit peu et se dire que chacun à son échelle, on peut avoir un petit quelque chose à faire, quoi. Ah bah c'est sûr, carrément. Et puis, ça veut dire que pour vous aussi, le rôle des entreprises est majeur dans la transition écologique, j'imagine? Ouais, exactement, ouais. On essaye de pas forcément choisir nos clients, mais d'aller dans la direction des clients qui nous plaisent, des projets qui nous plaisent. Autant écologique que social, que éthique. Enfin, il y a un peu tous les aspects, mais ils ont comme point commun d'être engagés dans leur domaine, dans leur expertise, de vouloir transmettre leurs compétences et d'être dans cette même démarche-là, en gros. Mmh. Ouais, parce que j'ai l'impression que vos clients, c'est assez divers en plus, il y a autant des entreprises que là, j'ai l'impression que tu as travaillé avec une édition il y a pas longtemps? Ouais, en fait, ça s'est fait un petit peu naturellement. Même par exemple, au début, on était beaucoup plus sur, la France entière et là, plus on avance dans le temps, plus on se recentre un peu sur le côté local, mais c'est aussi en cohérence, avec ce qu'on veut, avec nos valeurs et tout. Mais après, c'est un peu large, ouais, le panel de clients. Il y a des maisons d'édition, il y a des dans le compost, il y a dans je sais pas, l'industrialisation, enfin je sais pas trop, mais il y a un peu tous les domaines, parce que en vrai tous les domaines sont concernés aussi et nous ça nous plaît de connaître un petit peu tout, c'est ça qui est bien aussi dans ce métier. Tu disais qu'au début, vous aviez peur aussi d'affirmer, ces valeurs-là. Qu'est-ce qui vous faisait peur et comment aujourd'hui vous le vivez? Parce que là, enfin, vous affichez clairement, Oui, votre charte. en fait, dès le début, on l'a affiché, mais c'est vrai que, il y a des agences, pas plus ou moins concurrentes ou des gens qu'on voyait sur LinkedIn qui affirmaient très clairement et qui étaient très engagés et nous, ça nous faisait un peu peur parce que la moindre petite erreur, tu peux te faire attaquer. Enfin, ça nous a jamais concernés vraiment parce que il faut se détacher un peu de ça. Mais ça fait peur d'affirmer vraiment une conviction et un positionnement, dans le sens où personne n'est parfait et il y a toujours des choses qu'on fait pas forcément bien, des choses qu'on apprend encore. On s'est... En fait, avec le temps, au début, on avait les mêmes envies, les mêmes convictions et la même technique, on va dire. Mais avec le temps, on a appris, c'était pas quelque chose qui était forcément naturel dans les écoles. Par exemple, nous, quand on a fait nos études, on nous apprenait pas du tout la communication responsable, alors que maintenant, c'est quelque chose qui est presque au programme, je crois. Ah trop bien, ouais. Donc ouais, ça évolue, Si donc les c'est écoles bien s'y aussi. mettent. Et c'est pour ça que maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui se spécialisent là-dedans. Il y a même des entreprises, des grosses agences qui ont des pôles dédiés à ça, justement. Mais c'est aussi bien. Mais du coup, au début, on n'était pas forcément, on se sentait pas forcément légitime. Un peu comme tout le monde, quand on se lance, quand on est au début de son activité, c'est un peu dur d'affirmer ses prix, d'affirmer son positionnement, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière et tout. Et après, on s'est rendu compte que, en fait, c'était aussi notre force et que c'était aussi justifié. Du coup, on a de plus en plus appuyé ça et aujourd'hui, c'est de plus en plus ancré, mais il y a toujours des choses qu'on hésite encore ou on n'est pas sûr, mais, euh, mais on fait de mieux en mieux, on va dire. Ouais. Puis afficher ses valeurs, ça fait aussi, je pense qu'on a peur au début perdre des clients alors qu'on en a déjà pas beaucoup et que Exactement, c'est ouais. assez effrayant, quoi. C'est vrai il y a beaucoup ça aussi, parce que tu te dis, enfin, en vrai, on nous a toujours dit, il faut trouver une niche, ou il faut se spécialiser, avoir un positionnement, c'est quoi ta différence avec une autre agence, etc. Et du coup, ça fait un peu peur, parce que tu passes forcément à côté de clients, mais bon, est-ce que c'est pas mieux aussi? Ouais. Faut y penser. Puis, je sais pas ce que vous avez eu comme formation au niveau entrepreneurial, mais
Pas beaucoup. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que vous avez appris, sur le tas, mais enfin, aujourd'hui, on dirait que vous avez eu une formation là-dessus parce que Ouais, bah, c'est vrai qu'au tout début, c'est vrai que pendant les études, on n'apprend rien sur ça, c'est vrai. Je pense que dans tous nos métiers un peu artistiques et cetera, c'est compliqué. Mais vu qu'en fait, on était très frileuses au début de, créer une entreprise, sous quel statut, quel fonds on investit, qu'est-ce qu'on achète? Et au début, on avait très peur de tout, enfin un peu comme tout le monde j'imagine, mais on avait très peur d'investir, de mettre de l'argent dans telle chose, telle chose. Donc c'était compliqué. Mais petit à petit, on se détache un peu de ça, et puis il y a des clients qui arrivent, donc on se débloque un petit peu sur la légitimité, enfin ça va un peu tout avec la légitimité. Et on apprend aussi en faisant des erreurs, etc. Mais on n'a pas été beaucoup accompagné au début, on s'est un peu formé avec la CCI. la Euh, CCI, c'est quoi? c'est le centre des commerces, c'est Ah oui, à OK. Lyon. Enfin, il y Mmh. en a dans toutes les villes, mais ils accompagnent un petit peu sur l'entrepreneuriat et le lancement des entreprises, pour le business plan, tout ça. Donc ça, c'était hyper intéressant, mais en fait, on n'était tellement pas encore dans l'entreprise vraiment que c'était intéressant, mais c'est vraiment en se confrontant aux chiffres, en se confrontant à prendre un comptable, etc., qu'on se rend compte et que on commence à faire des choses plus pertinentes, quoi. Et, euh, et même pour les statuts, c'était hyper compliqué. Nous, on est parti sur une SARL parce que on nous a conseillé, parce que on était trois. Enfin, c'était un peu abstrait. On savait pas trop comment choisir, pourquoi, qu'est-ce que ça allait changer. Mais au final, on était satisfaite au début de Mmh. comment ça s'est déroulé. Ouais, parce que j'ai l'impression que avoir une agence, c'est encore plus flou qu'être en auto-entreprise. Enfin, déjà, l'auto-entreprise, moi, quand je suis arrivée, j'étais en mode: «Oh my God!» C'est vrai. D'avoir une entreprise, c'est encore différent et je sais pas aujourd'hui si tu aurais un peu, dans ta tête des avantages et inconvénients à est-ce que tu enfin, j'imagine que oui, parce que ça fait 3 ans et voilà, mais quels sont les avantages, du coup, à faire ça à 3, tu penses? Ouais, bah c'est Et vrai que dès le début, en fait, au début, on voulait se mettre en freelance, en mmh, associé, mais on connaissait pas forcément un statut qui le permettait, alors qu'aujourd'hui, on en a connu un petit peu plus. Donc, dans un premier temps, vu qu'on pensait pas que c'était possible, on s'est directement mis en entreprise. Donc, dès le début, on s'est créé en entreprise et dès le début, on a pris un local. Ça, c'est aussi un avantage que je trouve aussi hyper oui. important en entreprise par rapport à freelance. C'est que en freelance, on n'aurait jamais pris un bureau. Et en termes de légitimité, de relations clients, etc., je trouve que ça apporte vraiment le côté agence par rapport à un freelance. Et même pour travailler, etc., le côté collectif. Ça, c'était vraiment un plus et je regrette pas du tout qu'on ait fait ça dès le début. Mais c'était un investissement aussi que on pouvait se permettre en entreprise, qu'on ne pouvait pas forcément se permettre en freelance, quoi. Parce que tu as des réductions, quand tu es en entreprise? Non, pas forcément des réductions, Ouais, le mais fait d'être c'est... 3. Ouais, OK. Enfin, au début, on regardait pour prendre du coworking toutes les trois, mais Mmh. ça revenait plus cher limite que de prendre un local à nous trois et de centraliser. Et le fait que ce soit payé par la boîte, on va dire, Mmh. bah, c'est plus facile de se dire, ok, c'est un investissement qui vaut le coup, on y va tous les jours, mais ça vaut le coup. Donc ça, c'est vrai qu'on l'aurait pas fait en freelance. Comme point positif et point négatif. Parce que c'est vrai que pour une première expérience, ça peut paraître hyper engageant de se lancer avec, 2 autres personnes, même si tu les connais bien et tout. Oui, c'est vrai que, bah, après on avait toutes les 3 un caractère un petit peu similaire et on savait enfin on avait déjà travaillé ensemble, à l'école après, donc on savait que ça allait passer. Mais c'est vrai que c'est un peu un saut dans le vide aussi parce qu'on sait jamais en vrai. Et dans tous les conseils qu'on a eus, on nous a toujours dit: «Attention, c'est compliqué avec des amis, à 3 en Mmh. plus vous êtes pas un nombre facile», enfin c'était pas évident. Mais franchement, aucun regret sur ça, ça se passe bien. Bah, après, c'est aussi en termes d'image de marque, je trouve que c'est positif aussi le côté agence et ça nous différencie aussi de pas mal de personnes, surtout quand on s'est lancé dans ce domaine, on va dire, de l'éco-conception, de l'écologie, etc. On était un peu pas la seule, mais il y avait beaucoup de freelance qui étaient spécialisés là-dedans et pas tant d'agences autour de nous, on va dire. Donc ça nous démarquait aussi. Et en termes de
de poids et de taille, c'est qu'on peut toucher peut-être des clients plus gros, vu qu'on est 3, qu'on a plus de compétences, alors qu'il y a énormément d'agences qui sont 2, voire une personne, mais en fait, il y a un peu tous les profils, donc ça peut jouer. Et en point négatif... Si t'en as pas, c'est Attends, bien, si, hein. mais il doit y avoir... Attends, j'ai Non, un elles trou. sont parfaites, mes copines. Non, mais... Ah si, j'ai... en point négatif, en fait, vu que c'était un investissement, du coup, le bureau, le début de lancement, on a fait le choix de ne pas se rémunérer au début, pendant un certain temps, chose que peut-être on aurait fait en freelance, parce que vu que tu es tout seul, tu vois ce que tu touches, tu prends directement dans ta poche. Mais là, vu qu'on était 3, vu que c'était un truc plus gros, qu'on avait beaucoup de charges dès le début, enfin, plus ou moins beaucoup, mais... c'était un choix aussi de notre part de ne pas se rémunérer, et du coup c'était aussi un risque parce que certes on prenait un petit temps pour gagner de l'argent pour être le plus confortable possible, mais à côté il fallait qu'on qu'on ait la possibilité de ne pas se payer, quoi. Donc ça pouvait être un peu long après. Voilà. Trop cool. Et aujourd'hui dans l'agence, du coup, toi, t'es sur la partie création de l'identité visuelle. Oui. Et les filles, elles font quoi? Alors on s'est séparés, donc Céline fait plutôt le côté web, donc tous les sites, tout ça. Cynthia et moi, on a la même formation initiale, on est spécialisé plutôt sur la DA, sur l'image de marque, donc on se partage un petit peu le côté logo en fonction des clients, en fonction des identités des projets. Mais elle est plutôt spécialisée sur les réseaux sociaux, sur le côté formation, etc. Donc voilà, on s'est partagé comme ça, on essayait de pas trop se marcher dessus pour que ce soit le plus clair possible, et de se compléter sur des projets pour que ce soit le plus fluide possible. Et tout ce qui est la recherche de projet ou trouver La des clients, c'est gestion, un la peu prospection. toutes les 3 du coup. Enfin, Pour le côté prospection, gestion d'entreprise, etc., c'est un peu toutes les 3, mais en fonction de nos appétences. Moi, je sais que je suis pas du tout chiffre, donc j'arrive pas. Mais en gros, on essaye toutes les 3 de... Au début, on avait pris le parti pris au tout début qu'il n'y ait qu'une seule une seule personne de nous 3 qui s'occupe de la gestion de projet, de la recherche client, etc., du côté un peu commercial. Mais c'était beaucoup trop lourd en fait pour cette personne. Du coup, c'était très déséquilibré. Même nous, les 2 autres, on n'était pas forcément autant concernés, etc. Donc, c'était pas forcément une super idée. Mais vu qu'elle avait déjà des compétences là-dedans, c'était le plus simple en fait. Et après, avec le temps, c'est un peu toutes les 3, on s'est toutes les 3 pris ça en charge pour justement s'améliorer chacune, pour chacune vendre un peu ses prestats et vendre le mieux possible, parce que c'est que en testant qu'on s'améliore. Et voilà. Donc après, on a chacune plus ou moins un pôle dans la gestion de l'entreprise. Il y en a une qui va s'occuper des réseaux, il y en a une qui va s'occuper plutôt de la compta, il y en a une qui s'occupe plutôt de la gestion, enfin des payes, etc. Mais voilà, on a essayé d'être assez équitable sur ça en tout cas. Trop cool. Et pour le statut, tu disais tout à l'heure que vous étiez en SARL et vous avez changé pour la SCOP. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est, la SCOP, et pourquoi vous avez fait ce choix-là? Oui. Alors en fait, la SCOP, donc, c'est une coopérative. C'est un statut qu'on avait vu au tout début quand on voulait se lancer, mais c'était un statut qui n'était pas très connu. Enfin, encore aujourd'hui, je trouve que c'est pas très connu, mais à l'époque, ça nous faisait un peu peur. C'était notre première entreprise. On avait un peu peur de se lancer dans un statut que personne connaissait, que nous-mêmes on connaissait pas trop. Donc, un peu, dans les conseils qu'on a reçus, on a décidé d'abandonner ce statut-là. Et d'autant plus que dans ce statut-là, c'est un principe où tu es salarié de ton entreprise, donc tu es obligé de te rémunérer. Donc ça nous convenait pas par rapport à ce qu'on avait prévu pour ramener des fonds dans l'entreprise. Donc on a abandonné l'idée, en gros. Oui, tu pouvais pas choisir de ne pas te payer pendant 1 an. Voilà, c'est ça. Parce que vu que tu es salarié, tu peux pas être salarié et pas te payer, en Oui. gros. Enfin, donc logiquement, je pense qu'il y avait des alternatives peut-être, mais en tout cas sur le papier, c'était pas forcément le plus pratique. Et là, depuis 2023, on a changé de statut, on est passé de SARL à SCOP.
Du coup, on est passé en SCOP. Donc, le principe de la SCOP, c'est que c'est une coopérative et que tous les associés sont... non, tous les salariés sont associés. Donc, en gros, tout le monde est égalitaire. Honnêtement, pour nous, vu qu'on était 3 associés, on était déjà égalitaires, donc ça ne nous a pas changé grand-chose. Mais en gros, le principe, c'est que quand tu embauches quelqu'un, eh ben, tu es presque obligé de lui proposer d'être associé. Donc, tout le monde est égalitaire. Par exemple, dans les entreprises où ils sont 50 salariés, tout le monde est associé, enfin, a la possibilité d'être associé et de voter en AG, de dire qu'il est OK avec ça, avec ça, avec ça. Du coup, c'est beaucoup plus horizontal. Tout le monde a la parole, tout le monde a le droit de réagir et d'avoir son opinion. Donc pour ce côté-là, c'est beaucoup plus éthique et beaucoup plus en accord avec nos valeurs. Et nous, ce qui nous intéressait dans ce statut, c'était aussi le côté accompagnement et suivi et réseau. Parce que donc il y en a plein dans la France, il y a une vraie entité dans le Rhône-Alpes, dans le Rhône, et nous, ça nous plaisait d'avoir aussi une personne qui est référente et qui s'occupe de nous en cas de question. Parce que c'est vrai que dès le début, on s'est retrouvés face à la problématique de pas savoir à qui poser nos questions, comment entreprendre, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et il y a des questions bêtes qu'on n'ose poser à personne, en fait. Et donc là, bon, c'est un peu tard parce que du coup, on a passé 3 ans avant. Mais du coup, là, on a quelqu'un qui nous accompagne, à qui on peut poser des questions quand on a des problématiques, et qui suit notre compta, etc. Donc ça, c'est quand même un plus. Et ouais, il y a un réseau vraiment pour les scopes. Ouais, c'est ça. Et ça nous permet également de participer à des événements, de rencontrer des gens, d'avoir une dynamique un petit peu commune. Et c'est ce qu'on cherchait aussi pour s'ancrer un peu plus dans notre territoire et de rencontrer des gens qui sont aussi dans le numérique, dans le web, dans la com, qui partagent nos problématiques et avec qui on peut travailler aussi dans les mêmes valeurs. Donc ça, c'était important pour nous. Donc il y a le côté statut égalitaire, transparence, et le côté réseau, apport de connaissances, etc. C'était un peu les deux. En plus, c'est une valeur qui est importante pour vous, le commun, le réseau. C'est ce que vous faites d'ailleurs, transition avec vos super apéros. Moi, c'est comme ça que je vous ai connus. En gros, avec une copine, donc Magali, on voulait créer un peu des réseaux d'entrepreneurs engagés à Lyon pour se rencontrer. Et du coup, on a mis un message sur LinkedIn, genre, qui serait intéressé? Et là, on m'a dit, ah, mais regardez, Coam font déjà ça. Et du coup, on est parti à votre apéro. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous faites avec ces apéros-là et pourquoi? Oui, alors en gros, on a lancé des apéros. En fait, il y a presque au début de notre entreprise d'ailleurs, on a rencontré une personne qui, elle aussi, cherchait un réseau à rejoindre et voulait arriver sur Lyon et voulait rencontrer des gens, etc. Et en parallèle, nous, on essayait de rejoindre des réseaux parce quand on se lance, on a la petite voix qui nous dit il faut faire du réseau, il faut rencontrer des gens, ça va nous apporter des clients, nanana. Donc dès le début, on s'est dit bon bah on va essayer de rejoindre des réseaux, des clubs d'affaires, des trucs comme ça. Donc on a fait plusieurs cafés rencontres, on a fait des salons, etc. On essayait de rencontrer des gens parce que c'est vrai que c'est utile pour s'ancrer un petit peu. Mais en fait, ils étaient tous très sympas, mais c'était vraiment, on se retrouvait pas forcément dans les projets qu'ils véhiculaient. C'était des profils très commerciaux et qui me ressemblaient pas trop. On n'avait pas, ils étaient un peu plus âgés, ils étaient un peu plus très commerciaux, quoi. Et il y avait personne qui était dans nos valeurs un peu éco-responsables ou qui voulait juste papoter sans faire forcément trop business. Donc naturellement, en fait, quand on a rencontré du coup l'autre entrepreneuse, on s'est dit pourquoi pas tenter avec le réseau qu'on a déjà. Nous, on avait déjà un petit réseau qui était établi sur Lyon. Elle aussi, on connaissait quelques personnes via LinkedIn, etc. Donc on s'est dit on va lancer pour voir qui veut. Ça peut permettre de se rencontrer, de voir des gens qu'on connaît un petit peu, mais pas trop. Donc on a lancé ça. Au début, on n'avait pas énormément de monde, mais c'était sympa, les retours étaient positifs et tout. Donc petit à petit, on a trouvé un autre lieu qui nous plaisait, qui nous a proposé aussi de nous accueillir. Donc on a tenté, il y avait un peu plus de monde, on a refait un autre événement, et il y avait un peu plus de monde encore.
Et plus on en parlait sur LinkedIn, sur les réseaux, aux gens qu'on rencontrait, plus les gens ils étaient contents de retrouver des gens justement dans cette même, dans ce même questionnement. C'était aussi l'occasion c'était aussi l'occasion de rencontrer des gens qu'on n'avait jamais vus, mais avec qui on parlait sur LinkedIn par exemple, de revoir des gens qu'on avait vus peut-être il y a 6 mois, mais on n'arrive pas forcément à garder le contact parce qu'on se voit pas tous les jours, quoi. Et puis c'est difficile de prendre un café avec tout le monde toute l'année, alors qu'il y a des gens très sympas, mais que tu perds un petit peu le contact parce que t'as pas forcément le temps à l'année. Donc là, c'était l'occasion justement de se retrouver, de se rejoindre, de parler sans qu'il y ait trop l'objectif derrière, parce que souvent dans les gros clubs, il y a un objectif de conversion, t'es obligé de parler chiffres, il y a des conférences super longues, t'as pas forcément envie d'assister à ça. Donc nous, on voulait un truc un peu plus sobre, un peu plus tranquille, à notre image. Et donc naturellement, on a proposé au début des choses un peu simples, et puis après, plus on avançait dans le temps, plus on a un peu construit le truc. Et, et voilà. Mais toujours dans la bonne humeur, enfin, que ce soit sans trop de contraintes, quoi. Parce que c'est vrai que des fois, t'as pas forcément envie d'aller à des événements où tu connais personne. T'as pas forcément envie d'aller dans des événements où tu connais personne, donc c'est l'occasion, justement, sans trop prise de tête et sans... Enfin, ça te demande pas trop d'efforts, parce que tu connais au moins une personne, ou parce que tu sais que ça va être bon mood et que t'auras pas forcément besoin de parler devant tout le monde, ou des trucs comme ça. Donc ça, c'était important pour nous. Ouais, vous êtes vraiment axé rencontre et vous mettez des choses en place pour pas que s'il y a quelqu'un qui vienne seul, il se retrouve tout seul, justement. Ouais. Bah après, souvent dans les événements comme ça, il y a des icebreakers ou des trucs pour un peu parler à des gens que tu connais pas. Donc là, le but c'était de le mettre encore plus. Et puis en vrai, au final, souvent les gens, même s'ils viennent tout seuls, ils connaissent de loin quelqu'un ou ils ont déjà vu quelqu'un un peu de loin. Et après, petit à petit, bah, vu qu'ils se revoient, ils reviennent potentiellement la prochaine fois. Bah, ça permet de pas être trop gêné, quoi. Vous avez commencé quand, ces apéros-là? Je crois que c'était en 2022. Et c'est déjà le 7e? On essaye d'en faire un par trimestre, Ok. parce que ça nous demande un peu de temps, donc c'est un peu... Enfin, on essaie que ça ne nous prenne pas trop de temps, pas trop d'énergie, mais en même temps que ça soit cool. Donc on est tombé sur ce rythme, c'est pas mal, vu que ça va un peu vite entre les événements. Donc si vous voulez un peu savoir quand est-ce que sera le prochain, vous pouvez suivre Coam et Léa et les filles sur les réseaux. Avec plaisir. Vous avez fait ça dans l'optique aussi de créer du réseau pour les entrepreneurs engagés. Qu'est-ce que ça leur apporte, tu penses, de se regrouper comme ça, à part se voir et le côté amical, mais pour toi, qu'est-ce que ça permet de créer du collectif, de regrouper les gens qui ont des valeurs comme ça et les faire se rencontrer et créer des liens? Je trouve que c'est important de faire vivre un peu le réseau lyonnais, le faire vivre notre territoire et les projets qui sont dans ce territoire, parce qu'il y a vraiment des beaux projets, des personnes, même des freelances qui font des trucs trop chouettes. Et ça permet de mettre en lumière des gens, déjà, pour rencontrer des gens qui potentiellement font soit la même chose, soit des trucs totalement différents, donc découvrir des activités, des marques, des entrepreneurs. Donc déjà ça, et après on a pas mal eu on a pas mal eu de gens qui se sont rencontrés grâce aux événements, dans le but de faire du business ou pas, des connexions qui sont créées, des gens qui ont eu des clients grâce à nous. Donc ça c'est le but aussi indirectement. Nous on a de plus en plus des personnes qu'on a rencontrées au tout début de notre activité qui reviennent vers nous potentiellement pour un projet clients, payés, etc. Donc le but c'est un peu sur le long terme de nouer des liens, de rencontrer des gens qui correspondent à nous, qui on est, qui peuvent devenir des amis certes, mais aussi en termes de business qui peuvent après nous servir en termes de contact, nous recommander, apporter un client, et enfin voilà, indirectement ça se fait naturellement. Et ça donne de l'énergie et tout. C'est sûr, cool. c'est le but. Carrément. Vous avez voilà, plein de choses mises en place comme ça, donc les after c'est pas des after work, mais les apéros engagés. Ouais, je sais pas trop comment appeler ça en fait, on n'a pas de nom. Est-ce que tu connais d'autres événements pour des entrepreneurs à impact plutôt à Lyon que tu pourrais nous recommander?
À Lyon, spécifiquement, bah, justement pas trop, mais après il y a pas mal d'antennes, enfin je sais que Céline elle est dans Social Déclic, je sais pas si ça te parle. C'est un collectif, de freelance engagés mais c'est sur toute la France et c'est, en gros ils sont pas trop implantés à Lyon, mais il y a des fois des cafés freelance ou des choses comme ça à Lyon. Mmh. Ok. Ouais, bah ça manque, hein, ça montre bien Ouais. que c'est Après, cool je suis sûre que qu'il y en ça a, existe. et en vrai, il y en a quelques-uns, je suis sûre qu'il y en a qui existent et qui émergent, et en vrai, j'en ai déjà vu, mais c'est pas encore... Je viens de penser à un truc, il y a Entrepreneurs pour la planète aussi qui font des apéros régulièrement, et il y a des beaux projets qui sortent de leur apéro, donc ça, c'est chouette aussi. Mais après, c'est vrai que j'en ai pas forcément en tête directement, ou peut-être des réunions ponctuelles de temps en temps, mais pas encore assez, justement. Moi, de l'extérieur, le milieu entrepreneurial, LinkedIn, tout ce que tu veux, je le vois vraiment pas comme quelque chose qui peut être vecteur de progressisme, tu vois, de loin. Ouais. Et plus j'y suis et plus j'ai l'impression qu'on peut justement mettre nos valeurs dans dans notre travail et essayer de se regrouper aussi avec des gens avec qui on est d'accord pour faire prendre de l'ampleur. C'est vrai que c'est beaucoup plus fort quand on est plusieurs et quand le collectif il actionne les valeurs, etc. Mais c'est vrai que c'est encore difficile, je trouve, parce que entre le virtuel et le réel, et qu'il y ait vraiment des choses qui bougent, c'est un peu dur à faire. Mais après, en étant dans ce réseau-là, justement, on rencontre énormément de gens, même sur ton profil LinkedIn, il y a que des profils à impact, etc. Donc tu te dis, ça bouge énormément, il y a beaucoup de projets qui sont dans ces valeurs-là, c'est trop chouette. Et après, quand tu prends un peu du recul, tu te dis, Ouais. bon, en fait, pas tant que ça. Ouais. Mais bon, après, c'est déjà un début, on va dire. Ouais, carrément. Oui, il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas du tout encore de conscience là-dessus, mais effectivement, ça montre qu'on est beaucoup à vouloir le faire et que ça peut Sûr. changer. Carrément. Et c'est aussi pour ça que vous mettez en place du coup ce genre d'apéro ou alors le podcast, que c'est Céline qui le fait, je C'est crois. ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, donc en gros, elle a lancé le podcast qui s'appelle Cogiter. Pareil, au début de notre entreprise, quasiment, parce que elle, c'est quelque chose qu'elle adorait, elle, de base, initialement, le podcast, et qu'elle nous a un peu transmis au fur et à mesure. Et le but, au début, c'était de parler de notre création d'entreprise, de comment c'est difficile de se lancer dans l'entrepreneuriat en tant que personne lambda, et comment appuyer ses valeurs, justement, dans son entreprise. Donc ça, c'était la base de notre podcast. Et après, petit à petit, on s'est un peu plus axé sur la communication responsable de façon globale. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel milieu ça peut s'appliquer? Avec des exemples, avec des partenaires ou des entrepreneurs qui l'ont appliqué, comment ils l'appliquent, etc. Donc le but, c'était toujours un peu dans cette idée de transmission, de apprendre, de diffuser un peu le message, et de montrer au plus grand nombre qu'est-ce que ça peut être et à quoi ça ressemble, la communication responsable, en gros. C'est toujours dans cette volonté de vouloir partager des valeurs et aussi apprendre comment faire parce que j'ai l'impression que des fois c'est un peu flou. On dit ouais, c'est bien de s'engager ou alors de se lancer dans sa boîte, mais c'est hyper flou et ça permet aussi. Enfin là, Céline, elle parlait quand même de choses hyper concrètes que vous avez mises en place C'est dans vrai. votre boîte. Ouais, c'est vrai qu'il y a tout un côté pédagogique où justement on essaye de transmettre, parce que c'est vrai qu'on se retrouve beaucoup avec les mêmes problématiques et on n'a pas forcément des solutions. Donc le podcast, c'est vrai que c'est super utile pour ça, je trouve, pour trouver des infos, et que tu as vraiment des retours d'expérience, etc. Donc ça, c'était la démarche, ouais, initiale, de transmettre et de montrer un peu le dessous, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, et les problématiques qu'on peut rencontrer, justement. Mm, carrément. Et ouais, elle parlait même du fait que vous avez embauché Clarisse en alternance, mais que voilà, il y a plein de complications aussi quand tu prends une nouvelle personne. Ça chamboule tout dans ton organisation. C'est C'était vrai, cool c'est vrai. de Bah, savoir. c'est vrai qu'on avait embauché du coup Clarisse en alternance, presque au début de notre activité. C'est vrai que c'était un pari, en fait. Au début, on n'avait pas du tout prévu, et puis après le profil s'est présenté, donc on s'est dit c'est vrai que ça match, pourquoi pas, en fait, ça peut être utile et chouette.
Donc on a pris une alternante pendant notre deuxième année, il me semble. Donc c'était tôt, en vrai, tout le monde nous a dit non, c'est une erreur, attention. Mais en vrai, pas de regret, c'était super chouette comme expérience. Et puis c'était la première fois où vraiment on avait quelqu'un au-dessous de nous à l'idée, à manager, etc. C'est aussi un autre métier, je trouve, qu'on n'a pas forcément encore moins appris. Donc ça, c'était trop chouette. Et puis c'était une chouette rencontre. Et ça nous a permis aussi de un peu mieux se restructurer. Qu'est-ce qui va pas. Donc en fait, quand elle est partie, après, on a un peu restructuré aussi nos missions. Ça nous a permis de voir où est-ce qu'on avait des lacunes et qu'est-ce qu'il fallait améliorer dans notre démarche et autant dans nos valeurs que dans nos offres, etc. Donc oui, on aurait bien aimé la garder, mais c'était pas forcément le plus pertinent et le plus logique. Mais c'était chouette, une chouette expérience. Et là, pour l'instant, vous comptez rester à 3 ou vous souhaitez embaucher à un moment Bonne question. Non, là, on a tout le temps des demandes de stage en plus ou d'alternance. Mais non, là, vraiment, le but, c'est de rester à 3 un petit temps. Justement, par rapport au début où on faisait tout en interne et où on essayait de tout rentrer dans nos frais, etc. Là, on essaie de plus en plus de s'accompagner, non pas de salariés, parce qu'on n'en a pas forcément besoin sur le long terme, mais des freelances qui complètent nos offres ou des personnes à qui on peut refiler des projets qu'on n'a pas forcément dans nos offres. On essaie de un peu plus cadrer ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, pour faire plus ce qu'on préfère et enlever un peu ce qui nous prend trop de temps mais qu'on n'a pas forcément envie de faire. Donc c'est l'objectif depuis quelques temps, mais de plus en plus cette année en tout cas. De déléguer un petit peu plus, mais tout en restant à 3 parce qu'on s'est rendu compte que on avait un équilibre à 3 qui était déjà bien. On est une agence, mais on est quand même petite, on n'a pas forcément besoin dans l'immédiat d'avoir plus de monde, quoi. Ouais, puis vous avez déjà fait plein de trucs en 3 ans, donc j'imagine que c'est cool aussi à un moment de profiter de cette base-là et ensuite on verra pour le reste. Oui, c'est vrai, vaut mieux se reposer un petit peu là. Ouais. En vrai, après, c'est aussi pour se décharger du travail qu'on embauche quelqu'un, mais là, enfin, avec Clarisse, on s'est rendu compte aussi qu'on n'avait pas forcément besoin de se décharger du travail. Enfin, c'était toujours utile. Et là, il y a des choses qu'elle faisait qu'on galère un peu. Mais on essaye de se réorganiser comme ça. Et si vraiment on a une grosse mission qui demande d'embaucher, on y repensera. Mais c'est pas l'immédiat, quoi. C'est quoi un peu vos projets d'avenir là pour les prochains temps? Là, ça va un peu avec la continuité de notre entreprise, mais on essaie de se positionner sur des projets un peu plus gros pour travailler toutes les trois sur les projets plus globalement. Donc, parce qu'on s'est rendu compte en fait que nos prix, ils sont pas forcément élevés par rapport à la moyenne, mais ils sont plus élevés que peut-être qu'un freelance ou que quelqu'un qui est tout seul ou un tout petit collectif. Du coup, on est obligé d'aller chercher des entreprises un peu plus grosses qui ont potentiellement plus de budget et des projets plus longs, plus conséquents. Donc ça, c'est un peu notre objectif de prospection, on va dire. Et après, dans nos offres, de recentrer un petit peu, de faire pas que des choses qu'on aime, mais de réduire un peu. de réduire un petit peu, on est toujours un peu dans ce sens de aller vers ce qu'on préfère et de trouver des projets qui nous ressemblent le plus, des missions qui nous ressemblent le plus. Moi, par exemple, par rapport à l'année dernière, je fais de plus en plus d'illustrations et c'est quelque chose qu'on essaye de pousser parce que déjà, ça me plaît à moi et en plus, c'est une valeur ajoutée qu'on a par rapport à peut-être d'autres entreprises ou par rapport aux clients qu'on vise. Donc sur ça, on essaye de booster un peu les offres qu'on préfère par rapport à celles qu'on aime moins. Par rapport on essaie de s'axer de plus en plus aussi dans la formation. C'est quelque chose qu'on a dès le début, depuis très longtemps. Signe, elle donne des cours sur la communication responsable, justement. Donc c'est quelque chose qu'on veut pousser et qu'on arrive de plus en plus à faire. On donne des formations dans les entreprises, des choses comme ça. Donc pousser un petit peu ça et c'est un peu toujours dans la même optique de sensibiliser le plus grand nombre et de rendre accessible un petit peu cette expertise. Donc ça, c'est un objectif de l'année, plus ou moins. Et dans tes clients idéaux, par exemple, est-ce qu'il y a un projet sur lequel tu aimerais travailler Laisse-moi dans réfléchir. l'imaginaire? Attends, je réfléchis.
En termes de client idéal, c'est dur à dire. Depuis, là, on travaille pas mal avec des boîtes de compost, de plus en plus, je sais pas trop pourquoi. Et en vrai, c'était grave une thématique qui m'intéresse et que je suis. Donc, je suis grave contente de travailler sur ces thématiques-là. Et un peu dans le même esprit, peut-être qu'il y a d'autres projets. Hmm. Ouais, ce serait un peu des boîtes qui sont engagées aussi sur ces thématiques ou pas forcément Ouais, je trouve que là, on a autant des boîtes qui sont plus dans le côté social, un peu accessibilité, handicap, etc. euh, et des boîtes qui sont plus dans l'écologie, donc des projets innovants plutôt dans le sens d'être plus vertueux, etc. Moi, j'aimerais bien des boîtes un peu plus dans cet aspect-là, peut-être pas des startups, mais des entreprises qui changent le monde, c'est un peu fort, mais qui ont des valeurs fortes et enfin, le but c'est aussi de soutenir des projets qui nous plaisent et qui en plus d'avoir les mêmes engagements, je trouve, qui ont un impact positif. Et donc trouver des boîtes comme ça qui autant me plaisent en termes de prestat que je peux leur apporter quelque chose qui me plaît à travailler, et autant qui partagent des valeurs et un projet qui me fait plaisir, quoi. Là, j'ai pas d'idée en tête d'un projet en particulier, mais en vrai, il y en a plein tout le temps qui pop, des nouvelles boîtes, des nouveaux projets hyper intéressants. Euh, Ça me plairait bien. T'as un projet là dans la tête que t'as fait ces 3 dernières années qui t'a vraiment plu et que t'as adoré faire en tant que graphiste illustratrice? Bah, je dirais la maison d'édition qu'on Ouais. accompagne. On accompagne la maison d'édition La Butineuse. C'est une petite maison d'édition qui a justement une ligne édito très écologique, très projet ESS, enfin, qui a vraiment. Il parle beaucoup d'agriculture, agroécologie, de projets à impact pour un peu aller plus loin et bien comprendre les vrais enjeux, etc., de l'écologie aujourd'hui. Et donc moi je les accompagne sur des illustrations de couverture. On les a suivis aussi sur pas mal de trucs tout au long de l'année. Et ça c'est vraiment un projet que j'aime bien parce que au-delà de la presta que j'aime bien et de la relation humaine, au-delà de la relation humaine hyper cool avec eux, je trouve que les thématiques abordées, déjà ça m'apprend beaucoup aussi sur les thématiques. C'est pas forcément des choses que j'aurais cherché moi-même, genre l'agriculture et tout, je n'y connais rien, mais ça permet aussi d'en apprendre plus. Et je trouve que c'est toujours des thématiques qui sont intéressantes et qui vont plus loin, qui ouvrent un peu le champ des possibles. Et donc moi, je suis trop contente d'accompagner ce genre de projet à se faire connaître aussi. Carrément. Et on avait parlé tout à l'heure de la formation dans l'entrepreneuriat, mais là, si il y a quelqu'un qui est entrepreneur et qui veut un peu s'engager sur, enfin, dans l'écologie, par exemple, dans sa boîte, est-ce que tu as des ressources à recommander qui, toi, t'ont aidé à te former aussi? Je sais pas, ça peut être des ressources en ligne ou des ateliers en réel. Par exemple, sur le print, je trouve qu'il y a sur LinkedIn, moi je suis enfin, deux personnes que je connais, mais Guillaume de Sousa qui est un imprimeur qui fait beaucoup de valeur ajoutée sur le print responsable, sur le papier recyclé, etc. Il y a aussi Camille Poulain, pareil sur la même thématique, euh, qui, qui apporte beaucoup de choses techniques sur le papier, sur comment c'est imprimé, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Tout ça c'est hyper intéressant je trouve, et c'est des choses que en tant que graphiste, c'est important de connaître, mais en même temps, il faut vraiment se plonger dedans pour en apprendre plus. Et après, moi j'aime bien Mélanie Duclos, c'est aussi une entrepreneuse lyonnaise que bah, du coup qu'on a rencontrée plein de fois, qui fait pas mal de valeur ajoutée sur LinkedIn et sur l'accessibilité, sur l'impact, sur comment communiquer bien mais mieux. Euh, Hyper intéressant, je trouve. Tous les trois, ils ont beaucoup de valeur ajoutée dans leur contenu. Et notre podcast aussi, il y a beaucoup de valeur ajoutée. Donc, est-ce que tu aurais un mot pour la fin? Est-ce que tu voudrais dire quelque chose ou... C'était trop chouette de parler de tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de re-se-plonger dans le premier pas, comment ça s'est passé et tout. Donc c'est chouette
de remettre tout à plat et de discuter de ça et de recommuniquer. Ça va aussi dans notre direction de transparence, etc. Ouais. Je trouve ça trop chouette. Trop chouette. Bah, franchement, merci beaucoup Léa pour tout ce que tu nous as dit aujourd'hui et tout ce que tu nous as partagé. C'est trop chouette de pouvoir parler avec toi et en plus, tu nous as aussi, enfin vous nous avez apporté plein de choses aussi avec les apéros justement. Donc je vous conseille Merci à vraiment d'y toi. aller si vous êtes lyonnais et de suivre Coam et Léa sur Insta et LinkedIn. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici. Je vous laisse toutes les informations en note du podcast et tous les réseaux de Léa, bien sûr, dans les notes également. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une invitée très spéciale. Merci à vous et belle semaine.